Des admissions pour une douleur au ventre ou une simple toux. Les urgences ont souvent été considérées par une partie de la population comme le lieu d'accueil de toutes les pathologies. Pour tordre le cou aux pratiques abusives, des maisons médicales ont vu le jour depuis 1 an. Des lieux de consultation installés aux 4 coins de l'île. Elles ont également été créées pour pallier la disparition du service d'urgence de Mangovulsin. Dans aucun territoire comparable de la dimension de la Martinique, il n'existerait 3 accueils d'urgence hospitalière. D'accord ? Donc, Mangovulsin a fermé non seulement pour ça, des raisons de taille, de proximité entre la Montagne et Fort-de-France, et parce de toute façon, il aurait fallu 17 urgentistes, médecins urgentistes en plein de plus pour les faire fonctionner. Ça doit permettre de désengorger les urgences d'accueil à Laménard et à Trinité. Thibault ne retrouvait plus le sommeil à cause de fortes douleurs à l'oreille. Pour espérer trouver remède à ses maux, sa mère a choisi pour la première fois de le conduire à la maison médicale d'urgence du Marin. Là, on est typiquement dans la consultation qu'on peut voir à la maison médicale de garde. C'est-à-dire qu'on a un patient qui présente une pathologie bénigne, qui relève de la médecine générale, et pour laquelle on comprend bien que s'il allait aux urgences de l'hôpital pour ça, ça serait une perte de temps. Et ensuite, ça n'enlève pas du tout des urgences. Ça relève typiquement d'une consultation de médecine générale à la maison médicale de garde. Voilà. Les visites en maison médicale d'urgence sont encore timides. La population n'a pas encore adopté la démarche. Dans certaines régions comme le Sud, la formule n'a pas suscité l'adhésion de tous les praticiens de cette partie de l'île. On n'a rien de méchant. Mes confrères du Sud ont l'impression que venir à la maison médicale de garde, c'est une perte de temps. Ils pensent qu'il y a d'autres moyens de prendre en charge ces patients, puisqu'on parle de SOS médecins et on parle des urgences des services hospitaliers, alors que moi je pense que ce genre de patients ne relève pas des urgences. Ça c'est la première chose. Ensuite, ils pensent que venir faire des gardes à la maison médicale de garde est une surcharge de travail pour eux. C'est vrai que c'est une contrainte, mais si on était plus nombreux à participer, le tour de garde reviendrait de façon moins fréquente. À une trentaine de médecins à participer à la permanence de soins, on ferait une garde en semaine à peu près toutes les 6 semaines et une garde de week-end ou jour férié tous les 2 mois. Je pense qu'on peut s'organiser dans ces conditions pour être disponible le jour de sa garde et faire sa garde sans problème. Restez où vous êtes et on vous envoie le pompier. Et beaucoup pour les patients en urgence vers le CHU. Il y a des patients qui doivent être dans des filières de soins urgentes, rapides, où le SAMU est mis en œuvre, le SMUR est mis en œuvre pour prendre les patients de chez eux et les mettre au bon endroit dans l'hôpital. Nous allons au bloc opératoire, éventuellement, quand il faut opérer en urgence une hémorragie. Nous allons dans le service de réanimation lorsqu'il faut mettre un patient en réanimation. On ne va pas aux urgences attendre dans le SAS. Il est près de 22 heures. Une équipe du SAMU se rend à la sortie de Rivière-Salée. Les pompiers ont ramassé à quelques mètres de ce point de rendez-vous un motard. Sérieusement blessé suite à une lourde chute, l'individu est par ailleurs sous l'effet de l'alcool. Bonjour. Bon, alors, s'il vous plaît, comment vous vous appelez? Stéphane comment? D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Laurent? Le diagnostic dressé par les premiers secours n'est pas très rassurant. Plaie béante à la jambe, le médecin du SAMU prendra le relais. Vous avez quel âge, monsieur? 35 ans. 35 ans. Vous avez des problèmes de santé? Pas spécialement. Pas de tension, pas de diabète, vous n'êtes pas hémophile? Vous aviez un casque? Oui. Vous avez perdu connaissance? Non. Vous vous souvenez de tout? Vous avez mal quelque part en dehors de la jambe? Il faut que nous, on ait fait l'ensemble de nos soins en 30 minutes. Notre but, à nous, c'est qu'on représente un maximum de chances pour le malade. Donc, l'amener au bon endroit, vers le bon médecin, le bon service, le bon chirurgien, éventuellement le bon examen de radiologie dont on a besoin tout de suite, faire le bilan pour que ça prenne le moins de temps possible et l'emmener à l'endroit où on pourra le surveiller le mieux possible et là, lui apporter les soins qui auront été causés par l'accident en l'occurrence, puisque c'est un accident. Mais c'est ça la logique en fait du SMUR, qui vient toujours se raccrocher aux urgences.
On va vous poser une perfusion, on va vous donner des médicaments pour la douleur, d'accord? Les choses vont finalement se compliquer. À la vue de notre caméra, le motard va soudainement retrouver ses moyens et devenir agressif. On ne vous voit pas, monsieur. On ne vous voit pas. Soigner ce patient particulièrement agité durant près de 2 heures n'était pas de tout repos. Arrivé au sas du CHU, l'équipe du SAMU s'apprête à affronter des obstacles de notre genre. Sur le plan du SMUR, ça pose un problème de mettre tant de monde en mouvement, de faire travailler des gens de jour, de nuit, qui sont dévoués. Il faut pas croire que les gens n'ont pas envie de travailler ou ne travaillent pas. Mais d'arriver, de vouloir faire les choses en 30 minutes, de vouloir les faire vite et bien, ça c'est notre travail. Et d'arriver et de ne pas avoir de brancard. Ça, c'est pas possible. Malgré les complications liées à la réorganisation, le SMUR totalise une moyenne de 20 interventions par jour. Code 10 de PC SAMU. Parfois, elles sont liées à des accidents beaucoup plus graves. Pont de Châteauboeuf, un individu blessé par balle a été signalé par le centre de régulation. Les médecins du SMUR seront sur place moins de 15 minutes après le drame. Sous la direction d'un praticien du SAMU, pompiers et infirmiers se succèdent pour effectuer des massages cardiaques. Le jeune homme d'une trentaine d'années semble avoir le thorax perforé. Ok, c'est bon. Là, on prend le massage. On prend le massage, s'il vous plaît. Après 20 minutes, un premier diagnostic sur l'état de la victime est avancé. Il est mort. On essaie la réanimation, mais ça va être très très difficile. On essaie à tout prix de faire repartir son cœur, mais ça va être très très compliqué. Les origines, c'est une arme à feu. Un coup de feu dans la poitrine. Chaque fois que le pronostic vital d'un sujet est engagé, les urgentistes du SAMU suivent une procédure de circonstance. Des protocoles existent et sont suivis à la lettre. Après une remontée du terrain sur l'état précis du patient, le blessé est transporté jusqu'en salle de déchocage. À l'arrivée du SMUR, une équipe composée du médecin des urgences, de l'anesthésiste de garde, de plusieurs infirmières et d'un chirurgien thoracique sont prêts à prendre le relais. Il s'ensuit une longue période d'attente. D'autres membres du personnel soignant sont venus prêter main forte, mais malgré tous les efforts fournis, le diagnostic final tombe. Malheureusement, le monsieur est décédé après 1h30 de réanimation d'une balle qui était au niveau de la poitrine et qui a touché le cœur. Donc c'était malheureusement absolument pas accessible pour nous à une réanimation efficace. Donc on a dû arrêter malgré tous les moyens mis en jeu. Seul motif de réconfort, dans ces moments particuliers, les tensions liées aux conditions de travail sont mises entre parenthèses et le personnel s'implique encore plus. Même si les conditions, c'est vrai, au niveau de l'hôpital, ne sont pas très favorables en raison des pénuries hospitalières, des pénuries de crédit, enfin, il y a pas mal de réorganisations, on ne peut pas faire ressentir ça à la population. Quand il y a un cas grave, c'est normal qu'il y ait une solidarité qui se mette en route et que tous les acteurs travaillent ensemble sans penser à autre chose. Donc vous me dites qu'il est victime d'empoisonnement? Ça fait déjà 2 jours. Pendant ce temps, la vie continue aux urgences. Les malades affluent et c'est Loïc qui est chargé de les accueillir, mais son rôle ne s'arrête pas là. J'ai 4 rôles. Je suis à l'accueil, je fais des transmissions à mes collègues brancardiers, c'est-à-dire que si tu as lorsqu'il y a un brancardage à faire, donc c'est moi qui transmets à mes collègues brancardier, qui a tel brancardage, un patient amené un scanner, un patient récupéré à tel étage. Oui. Donc, dès pour un problème comme ça, c'est venir tout de suite à l'hôpital. C'est 2 solutions. C'est soit on va venir ou pas à venir. Donc, lorsque vous travaillez aux urgences en général, il faut une grande psychologie. Parce que tu reçois de toutes sortes de patients. Il faut que tu adaptes ta personnalité à celle de la personne, sans pour cela être ni trop agressif, ni trop soumis. Madame Doudou, c'est qui? C'est vous. Je vais vous faire voir un membre de votre famille. Hein? D'accord?
Et je fais également les sorties. Donc, si un patient sort, on m'appelle pour me dire que tel patient sort. Le patient, par exemple, qu'on m'a appelé là, de 79 ans, je ne peux pas laisser sortir un patient comme ça. Il faut impérativement que j'aille sur sa fiche individuelle, que je vois son âge, que j'appelle sa famille. Quelquefois, tu appelles la famille, tu as des gens qui, c'est triste à dire, qui abandonnent certains vieux, leur famille ici. Et donc, pour vous trouver, c'est tout un problème, il faut voir l'aspect social. Tu as des familles aussi qui s'en occupent. Loïc Cléry se démène comme un forcené pour mener ses tâches à terme. Son quotidien, être débordé par l'affluence massive des patients. On ne peut pas faire de la magie parce que c'est des humains. Il faut travailler, il faut une attention, il faut une observation. On ne peut pas comme ça aller à la va-vite. Et ça, il faudra que tous les professionnels se mettent ça dans le crâne. C'est des humains qu'on s'occupe, c'est pas des bêtes. Et ça demande un temps, ça demande une structure, ça demande un matériel, ça demande un personnel, ça demande une réflexion et ça demande surtout une humanité. Des conditions difficiles dans un service en pleine restructuration. Comment exercer le métier d'urgentiste dans un tel contexte? Pourtant, certains praticiens restent animés d'une certaine passion. Qu'est-ce qui les motive? Le docteur Koné est arrivé en septembre 2012. D'origine malienne, il a fait un court séjour en Guyane avant d'accepter un contrat avec le SAMU de Martinique. Ça fait 8 mois que je suis là, 8 mois que j'ai la même passion, le même intérêt pour les patients, et puis voilà, quoi. Je travaille beaucoup. Donc ici on fait du bon boulot, c'est vrai, dans des conditions assez difficiles, mais bon, il suffit d'aimer son métier pour... Mais cela ne dédouane pas tout le reste. Ça peut se déplacer à tout moment. Chirurgien viscéraliste et spécialisé dans la chirurgie plastique, il projette de s'installer à Martinique et semble indifférent à l'image que véhicule l'hôpital. On est d'abord urgentiste avant de s'intéresser à la réputation d'un établissement. Si on aime ce boulot, c'est vrai qu'on nous demande beaucoup plus ici qu'ailleurs. Mais bon, ça dépend de l'intérêt qu'on porte à ce qu'on est, à ce qu'on fait. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais posé de problème. Et aller voir la Pitié-Salpêtrière, c'est pire. Voilà. En France, les services d'urgence souffrent des mêmes maux depuis plus d'une dizaine d'années. Délais d'attente interminables, personnel débordé. La machine semble presque grippée. Les patients préfèrent attendre aux urgences que consulter un spécialiste en cabinet, souvent rare et loin d'être à la portée de toutes les bourses. Nombreux sont ceux qui ont des pathologies mineures et qui mobilisent une prise en charge qui aurait pu être évitée. Afin de parer au plus pressé, une unité d'hospitalisation de courte durée a été créée au sein même des urgences. Reste à savoir combien de temps cette soupape restera efficace.